Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Popp, le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie et je voudrais vous parler aujourd'hui de la question de la reconversion des sites industriels. Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie s'intéresse-t-elle à ce dossier? Eh bien, durant toute la période du communisme, l'industrie est au cœur de l'économie. C'est vrai dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, mais particulièrement en Roumanie, où on a beaucoup investi dans l'industrie lourde, la chimie, la métallurgie. Or, à la chute du communisme, cette industrie est entrée dans une phase de déclin rapide et irrémédiable et de nombreuses usines ont été purement et simplement abandonnées. L'Organisation internationale de la francophonie souhaite sensibiliser les opinions publiques des États d'Europe centrale et orientale et en particulier la jeunesse. Alors nous allons mener toute une série d'actions au cours de l'année et notamment nous allons lancer un appel d'offres pour donner un coup de pouce aux jeunes qui souhaitent s'investir dans le domaine de la reconversion des sites industriels. Bonjour à tous, alors nous nous trouvons ici à Bucarest, à Node Makerspace, qui est une ancienne usine de coton qui était abandonnée et qui a fait l'objet d'un vaste projet de reconversion il y a quelques années. Alors pour nous parler de ce projet, nous avons avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Tamina Lelève, qui est une jeune architecte de 33 ans, qui a déjà 10 années d'expérience dans l'architecture et le design urbain. Alors Tamina est diplômée de l'école d'architecture, de l'université d'architecture Ion Micu de Bucarest et aussi de l'Université Saint-Luc de Liège en Belgique. Alors, Tamina, tu as cofondé ce lieu ici en 2015. Alors, j'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de ce lieu. Qu'est-ce que Node Makerspace? Merci beaucoup, Eric. On est ici chez Node Makerspace dans l'ancienne fabrique de coton. Node Makerspace est un hub culturel et créatif qui comprend une multitude de fonctions en fait, qui comprend un makerspace de 1000 m² avec accès public. Il comprend un coworking, un espace de travail pour les jeunes créatifs, des salles de réunion, une bibliothèque de matériaux où on est là maintenant. Et beaucoup de studios pour les équipes créatives. Donc tous ces espaces, des services, oui. En fait, une communauté de plus de 140 professionnels. Donc 140 personnes travaillent ici. Oui, 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 voilà, dans les industries créatives. Donc on a ici des architectes, des ingénieurs, des artistes, des entrepreneurs et des entrepreneurs sociaux. Oui. Donc il y a une diversité assez grande, disons. Et en plus, ce qu'on a déclenché avec la mise en place de notre Makerspace, c'est un processus de régénération urbaine de bas en haut dans l'entière industrie de coton. Donc il y a ici aussi une halle transformée dans un théâtre indépendant, puis il y a un centre communautaire au rez-de-chaussée du même bâtiment. Il y a plein d'ateliers et de business créatifs ici. Voilà. Alors j'ai vraiment plein de questions à te poser. Moi je me demande déjà comment le projet a démarré. Comment est-ce que vous avez trouvé ce lieu? Comment vous avez choisi aussi ce lieu? Donc on était au début, en 2014, on était un grand groupe de multidisciplinaires on dit, mais principalement architectes. Et on était très passionnés de la transformation des espaces inutilisés. On avait déjà l'expérience de transformer des villas historiques temporairement en Bucarest. Donc on était très motivés. Et on avait, quelques-uns d'entre nous avaient déjà des expériences entrepreneuriales, donc un appétit pour commencer un nouveau business innovatif comme notre Makerspace. Et aussi, on avait une sorte de savoir-faire qui était important pour gagner des ressources. Donc, en 2014, on était un grand groupe multidisciplinaire, principalement architectes.
On avait une vraie envie de transformer les espaces. Donc, on était passionnés de la transformation des espaces inutilisés. On avait déjà l'expérience de la transformation des villas historiques à Bucarest pour des événements temporaires. Et en plus, quelques-uns d'entre nous avaient déjà l'expérience et un grand appétit pour l'entrepreneuriat. Oui. Voilà. Donc vous aviez tous des compétences complémentaires pour vous lancer dans ce genre de projet. Exactement. Et on avait ce savoir-faire pour transformer les espaces et on savait aussi vendre le projet. On faisait de belles images architecturales et de belles présentations. Et alors, on a pu convaincre des compagnies pour nous soutenir avec des parrainages dans ce projet, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de ressources financières. Et alors, comment est-ce que vous avez trouvé le lieu ? Bon. Comment le lieu s'est présenté à vous? Est-ce que vous avez un choix de plusieurs lieux? Comment ça s'est passé? Non, on n'a pas cherché tellement. Il y avait une amie qui nous a dit qu'il y avait en fait un espace ici, une galerie pas trop conventionnelle, disons, près d'ici. Et elle nous a dit, venez, il y a une halle qui est abandonnée, qui n'est pas utilisée. Je sais que vous voulez faire ça. Venez voir ce que vous pouvez faire ici. Voilà. Et alors, on a trouvé un propriétaire qui était très ouvert et éduqué. Et il a compris du coup ce qu'on voulait faire. On est ici dans un ensemble, dans une friche industrielle privée. Ça, c'est une donnée aussi. Et si vous voulez, je peux continuer avec d'autres prémices. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir, par exemple, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans ce type de projet. Parce que par quoi est-ce qu'on commence? On trouve le lieu, et puis qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver des budgets, il faut trouver des ressources financières. Mais pas tout le temps financières. Parfois, tu peux obtenir beaucoup de matériaux. Par exemple, on a obtenu beaucoup de matériaux pour la construction, pour le chantier, et ça nous a aidé beaucoup. Mais en même temps, si tu n'as pas suffisamment de ressources, des ressources financières suffisantes, alors le chantier dure beaucoup, donc ça se prolonge beaucoup. L'équipe devient fatiguée, exténuée. Ça, c'est un défi, en fait. Mais en même temps, ça crée des liens très forts entre les gens. C'est une vraie aventure. Oui, voilà. Et en conséquence, on a une communauté, un groupe assez lié, disons, une communauté résiliente, on l'appelle maintenant. On a vu qu'on a passé par des crises quand même. En 2020, on a eu une crise. Les business ici étaient assez fragiles, mais on a réussi à nous soutenir réciproquement. Et alors, je pourrais dire qu'on s'appelle une communauté résiliente. Alors Tamina, j'avais une question peut-être un peu plus personnelle à te poser. Quelle est ta relation, je dirais presque ta relation intime avec cet espace et avec les personnes qui y travaillent? Parce qu'évidemment, Node Makerspace, c'est une grande aventure, donc j'imagine que des liens aussi, des liens d'amitié ont pu se créer ici. Alors, dis-moi, explique-nous un peu tout ça. Donc, j'ai bien sûr une relation très proche avec l'espace et les gens. En fait, j'ai quitté pour un an et demi Node Makerspace pour travailler dans un autre bureau d'architecture. Et quand je suis revenue, je me suis rendu compte combien j'aime l'esprit de liberté et de créativité qu'on trouve ici. Donc, ce sont des valeurs qui appartiennent à la communauté et aussi à l'équipe de Node Makerspace. Donc, c'est principalement ça qui me lie à l'espace et aux gens de la communauté. Moi, ce qui m'a agréablement surpris en visitant les espaces, c'est qu'il y a une très très bonne atmosphère entre les gens. J'ai même vu un chien se promener là dans les espaces. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à avoir cette atmosphère? On est parti dans une telle atmosphère. C'est parce qu'on a bâti tout ce qui est ici. On a construit avec les gens de la communauté et on est très, très proche. On est très flexible. Les règles sont flexibles, en fait. C'est spécifique à ce genre d'espace, en fait, un hub culturel et créatif. Les financements sont plutôt des financements privés ou des financements publics? Et qui investit dans ce type de projet? Comment ça se passe? Ce sont des particuliers
qui souhaitent investir, ou bien ce sont des compagnies, des sociétés? Dans le contexte roumain, on n'a pas réussi à trouver des investissements publics. Donc, on a eu toujours des investissements privés. Que ce soit les membres de la communauté ou d'autres qui viennent de l'extérieur, on a trouvé des investissements privés. Mais en même temps, l'espace, l'activité, la communauté, ce devrait être un objectif public. Donc, normalement, on aurait dû avoir un partenariat public-privé ici. D'accord. Oui. Et parlant de partenariat, moi, je me pose la question, comment est-ce que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pourrait aider des jeunes qui ont envie de se lancer dans un projet de reconversion industrielle? Comment est-ce que tu verrais les choses? Oui. Vu que les défis sont d'habitude financiers, peut-être un peu à propos du savoir-faire, mais aussi administrative, législative en Roumanie, je dirais que OIF pourrait aider les jeunes par des micro-grants, des aides financières, du microfinancement d'un côté. De l'autre côté, de les mettre en connexion avec les experts, disons, parce qu'il y a déjà, nous aussi, mais il y a d'autres gens aussi experts qui savent faire les transformations. Et troisièmement, de les mettre en connexion avec l'administration peut-être, ou les autorités locales. Faire une forme de plaidoyer vis-à-vis des autorités publiques. Oui, ce serait le plus utile. Oui. D'accord, on retient ça. Tamina, tu parlais tout à l'heure de la pandémie. Comment la communauté a vécu cette période et continue de la vivre, puisque nous sommes toujours en période de pandémie? Oui. Assez difficile, je dirais. Donc au début, les premiers mois, tout le monde est parti à la maison, bien sûr, donc c'était désert ici. Mais en fait, il y avait quelques makers, les gens qui construisent les prototypes au-dessus dans le makerspace, qui étaient ici chaque jour et soir. Mais en même temps, les petites affaires, petits business, ils ont commencé à ne plus se débrouiller, ils ne produisaient plus de revenus. Et bien sûr, on s'est soutenu réciproquement. En même temps, l'organisation de notre makerspace a commencé d'avoir des problèmes parce que, par exemple, la bibliothèque de matériaux ne fonctionnait plus. Donc, tout ce qui était public comme utilisation ne fonctionnait plus, ne faisait plus des revenus. Et alors, on a commencé à avoir une dette à l'industrie de coton, même si le coût de rente est très pas cher et très bas et petit. Bas, oui. Mais en même temps, s'il y a plusieurs mois, genre 6 mois où tu n'utilises pas et tu ne produis pas, alors ça commence à être encombrant. Donc à la fin de l'année, on a réussi quand même à faire une grande campagne elle s'appelle 100 pour Node. Et il s'agissait de 100 produits de 100 designers qui ont offert leurs produits. On les a... Vous les avez mis aux enchères? Exactement. Et on a réussi à ramener des financements grâce à la vente des produits. Et alors, on a réussi à dépasser ce moment-là. Est-ce qu'il y a certaines sociétés qui sont logées ici, qui sont tombées en faillite et qui ont dû quitter le... Non, donc vous êtes parvenu à garder tout le projet. Ça, c'est impressionnant, en fait, oui. Mais maintenant, encore une fois, ça commence, en fait. On sent que quelques-uns d'entre les membres commencent à avoir des difficultés. Oui, parce qu'évidemment, la pandémie se poursuit. Et donc, oui, voilà. Oui, évidemment. Et je ne sais pas pourquoi, mais spécialement ceux qui ont des workshops et des programmes éducationnels avec les petits-enfants. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris encore, mais on va voir. Peut-être on pourra les aider d'une façon ou d'autre. Alors, ici, Tamina, on est dans l'espace principal. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer quelles sont les activités qui ont lieu ici? Merci. Oui, donc on est ici dans le Makerspace. C'est un espace où les gens construisent des prototypes. Et il y a différentes professions qui travaillent ici. Par exemple, ici, c'est un atelier de restauration de mobilier ancien ou des éléments d'architecture. Puis, on va voir à droite un atelier de métal. Ici, c'est un atelier d'architecture. Et... il y a aussi des équipes qui travaillent avec les enfants, qui ont des programmes éducationnels de bricolage et design pour les enfants, des ateliers de photographie, de fashion design.
Des sculpteurs, on voit ici par exemple l'atelier de Daniel Redulescu. Alors, ici, Tamina, je pense qu'il y a un problème. Vous avez dû oublier quelqu'un pendant la pandémie. Oui, voilà. Donc maintenant, Daniel est à Dubai Expo et représente Roumanie pour la sculpture section. Ouais. Oui, voilà. Et on a son instrument d'étude, disons. Alors, Tamina, j'ai envie de te poser une question qui sort un peu du contexte architectural ou de ce projet de reconversion industrielle. Tu parles très bien français. Merci. Donc, je me posais la question, est-ce que tu as appris le français? Est-ce que tu as commencé à l'école ou tu l'as appris plus tard? C'est avant l'école, en fait, c'est dans la famille. D'accord. J'ai des cousines primaires qui sont à Paris, qui sont nées à Paris et qui habitent à Paris. Donc, on s'est vus chaque été et j'avais le contact. Et donc, tu as déjà commencé à parler français très jeune, en fait. Exactement. Puis à l'école et puis à l'université, parce que j'ai fait l'université de Saint-Luc de Liège. Donc, en Belgique. En Belgique, voilà. Donc, et tu continues à pratiquer régulièrement le français, alors? Grâce à vous. Oui, oui. Très bien. Mais écoute, moi j'ai encore peut-être une question à te poser. C'est une question pour le futur. Donc alors, quels sont les projets que vous allez continuer à développer ici à Node Makerspace? Oui, ok. Donc d'un côté, on cherche à optimiser toutes les lignes d'activité qu'on a ici chez Node. Deuxièmement, on a formé en 2021 une équipe spécialisée de design qu'on va développer à l'avenir. Et on fera des projets de design, et on fait déjà des projets de design d'objets, puis design urbain et activation des espaces inutilisés. Voilà, donc ce serait un deuxième plan. Peut-être une question, est-ce qu'il y a des projets d'extension de l'espace? Est-ce qu'autour de Node Makerspace, il y a d'autres bâtiments inutilisés que vous pourriez investir? Ce n'est pas notre objectif d'agrandir l'espace, mais c'est vrai qu'il y a au centre de l'industrie de coton, c'est le dernier bâtiment qui n'est pas encore activé, transformé. Et qui est en fait un espace très beau, très haut et flexible, disons. Et alors, j'imagine que ce projet, il est quand même assez emblématique, ce projet de Node Makerspace. J'imagine aussi que ça inspire d'autres jeunes qui sans doute te contactent et te demandent des conseils. Comment ça se passe? Ça se passe assez souvent dès que Node existe. Même on a reçu, par exemple, 2 ou 3 ans avant, des jeunes très, très sympas de Timișoara. Et ils sont venus ici, ils sont restés quelques jours et nuits. Et on a tout raconté, en fait. Et entre-temps, ils ont fait un truc similaire qui s'appelle Faber. Faber, en latin, ça veut dire l'homme qui fait. Donc, un makerspace, un coworking, ils ont transformé en une friche industrielle de la même façon. Et ils ont appris plus que nous, en fait, parce que nous, ici, on loue. Et eux, ils ont réussi à trouver un partenaire qui a acheté le bâtiment. Donc ça, c'est déjà un plus pour le projet. Oui, bien entendu. Oui, et ça apporte aussi une stabilité, j'imagine. Exactement, oui. Mais il y a plein de... un autre exemple, c'est de Oradea. Ils ont fait un makerspace et cette fois-ci, on a donné de la consultance. Ils avaient des fonds européens et alors ils ont pu prendre notre consultance, disons. Oui, voilà. Tamina, je me posais aussi la question, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans ce genre d'aventure? Je pense que le premier conseil, c'est qu'ils soient très ouverts aux opportunités et aux gens qui les entourent et d'avoir trust, la confiance dans les gens, parce que quand tu as un tel objectif, tout le monde se réunit autour de l'objectif et des valeurs, et il faut avoir de la confiance la confiance en soi pour pouvoir se lancer dans ce type de projet. Dans le groupe, oui, voilà. Mais alors justement, je me demandais, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, sachant toutes les difficultés évidemment qu'un tel projet implique? Oui, je te réponds avec un grand oui. Peut-être je le ferais un peu plus lentement, c'était très vite, tout s'est passé extrêmement vite, mais autrement, oui, bien sûr.
Écoute, Amina, merci beaucoup pour cet entretien. Il touche à sa fin. Oui. C'était un plaisir vraiment de discuter avec toi et d'en savoir un peu plus sur ce lieu, je le répète de nouveau, très emblématique ici à Bucarest. Merci beaucoup, Amina. Merci beaucoup.